long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, on est lundi, vous avez fait le bon choix, vous êtes avec l'équipe Rivers Basket Session pour un nouveau podcast. Je suis rejoint comme d'habitude par Shai et Antoine, que l'on ne présente plus. Mais par contre, ce qu'on voulait vous présenter, c'est tout simplement notre dernier MOOC en date, le MOOC Rivers numéro 14 spécial Spurs. Vous pouvez le voir également derrière moi si vous nous suivez sur YouTube, sinon je vous le montre à l'écran. Voilà, je l'ai reçu la semaine dernière, donc si vous étiez abonné, comme je vous l'avais dit, pas de panique, normalement c'était en chemin. Si vous ne l'avez toujours pas reçu, vous pouvez nous envoyer un message éventuellement à contact@rivers-mag.com. Sachez néanmoins qu'il y a encore des numéros qui sont en train de vous parvenir. En gros, 240 pages. Pourquoi les Spurs, tout simplement ? Parce que forcément, il y a un buzz énorme autour de cette franchise à nouveau avec l'arrivée en juin dernier de Victor Wembanyama. Et on a eu envie en fait, de redonner un petit peu un contexte, de réexpliquer pourquoi cette franchise est résolument à part dans le paysage NBA, en quoi elle a été novatrice, en quoi elle a pu révolutionner en partie le jeu NBA, mais plus que ça, même à l'international, par le rayonnement de ces joueurs étrangers, le fait d'être allé chercher des joueurs à travers le monde comme Manu Ginobili, Tony Parker, tout un tas de joueurs qu'on ne présente plus non plus. Et on a eu envie de donner un contexte. Donc bien sûr, on parle de Victor dans ce MOOC. Vous verrez qu'il y a plusieurs articles qui le mentionnent, mais l'idée, c'était pas simplement de parler de Victor, c'était de donner un contexte à cette équipe texane, petit marché, mais qui a à son palmarès une espèce de dynastie totalement inédite, jamais de back-to-back, mais par contre 10 voire 15 ans de domination, ou du moins de rôle principal dans la conférence Ouest et dans la NBA. En gros, souvent on disait que de toute façon dans la conférence Ouest, le chemin vers la finale passait forcément par San Antonio. C'est un peu de ça dont on a eu envie de parler dans ce MOOC et au travers de ces 240 pages. Shai et Antoine, vous qui avez bien évidemment écrit dans ce MOOC, j'ai envie de vous poser une première question tout simplement. Qu'est-ce que ça vous évoquait San Antonio pour vous ? C'est quoi les premiers souvenirs des Spurs ? Est-ce que c'est Tony Parker ? Est-ce que c'est avant ? Qu'est-ce que c'est les Spurs pour vous ? Moi, c'est un peu avant. C'est David Robinson. Forcément, j'ai commencé à vraiment suivre la NBA en 95 et Robinson était déjà bien établi. Et moi, c'est d'abord lui les souvenirs. Et après, à un âge plus adulte, c'est la constance, la sobriété incarnée par Tim Duncan, qui est quand même. Il y a l'ombre de Duncan qui plane sur la franchise. Antoine en parle d'ailleurs très très bien dans le MOOC. Et c'était ça. Et puis forcément, en tant que Français, je pense qu'on a, surtout à l'âge qu'on avait à ce moment-là, on a suivi à fond Tony Parker. Donc ça, qu'on aime d'ailleurs Parker ou pas, quelle que soit l'estime qu'on a pour le joueur, c'est une franchise qu'on a suivi tout particulièrement parce qu'il était là et parce que c'est le premier Français à vraiment percer en NBA. Donc dans tous les cas, c'est une franchise à part. Et je tiens à dire que comme quasiment à chaque fois dans chaque MOOC, j'ai l'impression de pas tout connaître sur le sujet qu'on traite, évidemment, heureusement, mais à chaque fois j'apprends des trucs, des histoires que je connaissais pas du tout, et ça a encore été le cas là. Il y a le truc dont tu me parlais en off, Théo, sur la période ABA là. Il y a des dingueries quand même. Enfin voilà, plein d'histoires comme ça. Peut-être que même les spécialistes, les fans que vous êtes, pensez connaître. Il y a toujours des choses nouvelles. Ça, je l'ai reçu aussi il y a quelques jours et j'ai passé bien du temps à le lire. Bon, moi, c'est aussi avant Parker, c'est Tim Duncan, parce qu'au final, quand j'ai commencé à suivre la NBA, les Spurs ont décroché leur premier titre. Donc, c'était très spécial. C'était l'équipe qui était entre guillemets, le plus mise en avant. C'est pas tout à fait vrai, parce que très vite, les Lakers de Shaq et Kobe, ça restait un petit marché. Mais voilà, ils venaient d'être champions. Les Spurs étaient invités il y avait le McDonald's. Je sais pas si vous vous souvenez, je me souviens plus du nom exact. Le McDonald's. L'Open. Ouais, Open. Ouais, voilà, où du coup les équipes NBA jouaient d'autres équipes à l'international, et donc les Spurs avaient été invités en tant que champions. Duncan était présenté comme le nouveau visage. Moi, c'est d'abord ça mon premier contact avec les Spurs, et du coup c'est un contact intrigué, parce que quand tu es jeune, tu t'intéresses à l'équipe qui gagne aussi très vite. C'est un réflexe un peu naturel. Et puis en plus, Duncan présenté comme le nouveau visage, ça me parlait. C'était le premier maillot de basket que j'ai eu dans ma vie, c'était le maillot de Tim Duncan. Après, il y a eu l'arrivée de Tony Parker, et les Spurs, ça a très longtemps représenté l'excellence, le truc qui est toujours là, du moment où j'ai commencé à suivre le basket jusqu'au moment où je suis devenu journaliste.
les Spurs étaient encore l'une des meilleures équipes de la ligue, donc il y a quand même eu du chemin entre-temps. Ouais, forcément, c'est l'excellence. Pour moi, ça représente l'excellence. En tout cas, dans ma vie de fan, les Spurs, ça a été l'excellence. Du même que là, pour nous, il y a certaines équipes qui ont été quasiment toujours mauvaises, et les Spurs, ça a été l'excellence pendant très très longtemps. Oui, je pense que c'est effectivement ce qui les décrit sans doute le mieux. Dans ce numéro, je rappelle qu'on a eu l'énorme plaisir d'avoir Yann Mahami comme rédacteur en chef exceptionnel. Son interview qui ouvre le MOOC et qui nous permet d'avoir un point de vue vraiment de l'intérieur du côté des Spurs, parce que Yann, pour ceux qui l'auraient oublié, a été drafté par San Antonio. À la surprise générale à l'époque, on vous laissera lire l'interview pour en apprendre plus sur les circonstances de sa draft. Mais ce qui était une des choses qui reste, en fait, qui est assez marquante, c'est qu'il explique en gros que le niveau d'exigence et d'excellence qu'il a connu au début de sa carrière NBA chez les Spurs, il l'a ensuite jamais retrouvé nulle part ailleurs. C'est un joueur qui a quand même joué 13 saisons, si je ne me trompe pas, en NBA. Donc on voit bien effectivement cette marque de fabrique de San Antonio. Antoine, tu parlais de Tim Duncan, sur lequel tu écris un article vraiment, vraiment magnifique, superbement illustré par Nicolas Huchon, qui a signé aussi la couverture du MOOC. Le titre, il dit tout un petit peu d'une certaine manière. C'est The Franchise, le titre de ton papier sur Tim Duncan. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut être d'accord sur le fait que c'est finalement celui sans qui les Spurs ne seraient sans doute jamais devenus ce qu'ils sont devenus. Oui, je pense que c'est évident. Je pense que n'importe qui, d'ailleurs, il y a des anecdotes dans ce papier sur l'avant Duncan aux Spurs, l'avant-draft. En fait, la draft, tout ce qui se passe autour de la draft et comment très vite, avant même de mettre les pieds en NBA, Duncan il est présenté comme celui qui peut changer le destin d'une franchise. Et clairement, les Spurs ont eu une part de chance, quoi. Déjà, la première fois ils ont drafté en première position, c'était pour David Robinson. Sacré joueur, sacré personnage, sacré personne, au-delà du, pas juste personnage, mais personne aussi, sacrée personnalité. Et là, Tim Duncan, c'était le gros lot absolu. De la même façon qu'on pourrait dire presque la même chose pour Wembanyama aujourd'hui, peut-être, en tout cas, on verra, mais c'est bien parti. Et Duncan, c'est au-delà du basket, un talent immense. Je pense que ce qui m'attriste un petit peu à notre époque, c'est que je sais déjà que Tim Duncan, dans 20 ans, en fait, on va surtout regarder ses stats. On parlera évidemment de ses titres et de ses trophées, mais on va regarder ses stats. Il a des bonnes stats, mais il est à moins de 20 points. Il doit être à 19 et quelques et 10 rebonds de moyenne en carrière. C'est excellent à son époque. Mais je sais que pour certains, on se dira, attends, non, machin, il était en 27-8-8 toute sa carrière. Pourquoi on donnerait du respect ? Et ça me fait déjà un peu de peine parce que Duncan, c'était un joueur immense. Ses stats ne montrent pas à quel point c'était un joueur immense. C'est clairement pour moi l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Il n'y a même pas photo. Je sais que ça choque certains, mais je pense que c'est le meilleur joueur de sa génération, encore plus que Kobe Bryant. Alors, Kobe Bryant était peut-être plus accompli techniquement, je sais, malgré le fait que Tim Duncan soit surnommé The Big Fundamentals. Le plus grand, j'ai l'impression que Duncan était le plus grand de sa génération, vraiment le winner absolu. Et au-delà du jeu, surtout sur la personnalité, ils ont vraiment construit leur franchise autour de lui, et d'où le titre de franchise. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont répété, ils ont toujours dit que tout tournait autour de lui. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que, et moi j'avais un peu cette perception-là à l'époque, c'est de joueurs et de franchises, du coup, parce que comme tu le dis, tout est corrélé, de joueurs et de franchises, comment dire, pas fade, mais tu vois, c'est-à-dire que il recherchait pas la lumière, son style de jeu ne recherchait pas, n'appelait pas les highlights et des choses comme ça. Sauf que quand tu commences à mieux connaître le basket, moi ça a été mon cas, c'était mon expérience avec les Spurs, en grandissant en tant que fan de basket, en étant plus éduqué, tu te rends compte du joueur incroyable que c'est, du style de jeu pratiqué, même sur les différents titres de la dynastie. Et Duncan, il passe encore aujourd'hui pour un mec. Il est probablement sous-coté autant en termes de jeu que de personnalité parce qu'il était médiatisé de cette manière-là et que lui ne recherchait pas une médiatisation à outrance comme plein de joueurs après de sa génération ou même d'aujourd'hui. Donc c'est en ça je trouve qu'il représente vraiment bien la franchise. C'est que c'est une franchise qui n'est pas clinquante, mais qui est efficace, clinique et qui est là pour gagner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce on sait tous que les propos de Tony Parker récemment ont beaucoup fait parler sur le fait qu'il était un franchise player à un moment au sein de l'équipe des Spurs. Dans tous les cas, en fait, moi, je pense qu'il est vraiment à verser au crédit de Tim Duncan, et c'est ce que tu disais, Antoine, c'est que c'est un joueur... Pour moi, c'est le joueur d'équipe par excellence. C'est un peu la version moderne de Bill Russell, à mon sens, dans le sens où un joueur qui a
toujours vu le succès collectif au-dessus, il a toujours placé au-dessus des reconnaissances individuelles, et qui a eu la maturité et l'intelligence de comprendre qu'à un moment, il n'avait pas besoin d'être le meilleur joueur, entre guillemets, pour rester le plus important. Et finalement, je pense qu'effectivement, dans leur parcours commun, il y a un moment où ça a été Manu Ginobili, peut-être le meilleur joueur des Spurs. À un moment, sans aucun doute, ça a été Tony Parker. À un autre moment, ça a été Kawhi Leonard. Mais dans tous les cas, ça a toujours été Tim Duncan le plus important. C'est une notion une nuance qui est importante, je pense, et qui illustre qui était Tim Duncan. Et je suis d'accord avec toi, Antoine, les stats ne disent absolument pas tout. Ce qui est marrant avec San Antonio, c'est que tu as l'impression que c'est un peu une équipe. On verra si ça change maintenant avec Victor Wembanyama, qui a une hype un peu sans commune mesure, je pense, pour cette franchise. C'est un peu une franchise pour laquelle tu as l'impression que les gens se font oublier rapidement. Moi, je me rappelle de David Robinson, jeune, qui nous faisait rêver, parce que on s'est dit, mais comment c'est possible d'être aussi grand, de courir aussi vite, d'être aussi délié. Il avait un petit shoot du poste, tout un tas de choses qu'on ne voyait pas vraiment à l'époque. Et finalement... assez rapidement dans sa carrière, parce qu'il est arrivé en NBA tardivement, il y a Tim Duncan qui arrive, et on se souvient de... J'ai vu son image passer de hype et de prospect incroyable à celui de c'est pas vraiment un winner, il a fallu attendre que Tim Duncan soit là pour que les Spurs gagnent. Et là aussi, Robinson, quand il a vu Tim Duncan arriver, il s'est dit, ah non, mais lui, il est meilleur que moi en attaque, faut que le jeu passe par lui en attaque. Par contre, je vais me focaliser et je vais être l'encre défensive de cette équipe, ce que Duncan a fait par la suite pour Parker, pour Ginobili, pour Kawhi. C'est intéressant, toutes ces personnalités passées par cette franchise. Allez, j'ai une petite question, puis après, je vous dévoile quelques-uns des articles qui sont dans le MOOC. Et puis, Shai, j'ai une question pour toi un petit peu. Quels sont, vous, les joueurs qui vous ont le plus fait kiffer? Alors, c'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément les plus grands, mais est-ce qu'il y a des joueurs pour qui vous avez toujours eu un coup de cœur qui sont passés par cette franchise? Derek Anderson, moi. J'étais sûr. Mon gars sur Antoine Pimel. Celle-là, c'était le mec, justement, ça faisait le contraste avec les Spurs suivants. C'était le mec aérien, tatouage, ça prend des shoots, ça met des dunks. Derek Anderson, c'était très spécial. Moi, j'aimais bien Antonio Daniel. J'ai un espèce de kink un peu bizarre sur Antonio Daniel. Je ne sais même pas si c'était lié au prénom, mais il y a pareil avec ce côté un peu combo guard que je trouvais intéressant. J'aurais adoré si le Terry Porter jeune avait joué aux Spurs. Il est arrivé tard, malheureusement, mais ça, j'aurais bien kiffé. Et puis après, Manu Ginobili. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est pas très original, mais je veux dire, un style aussi particulier. Bon, un mec qui perd ses cheveux, déjà, je me sentais un peu proche. Tu vois, je sentais qu'on allait adopter à peu près la même trajectoire, tu vois. Non, mais même, il a un côté... même la personne, en fait, il y a un romantisme dans son jeu. Et le côté antinomique avec la personnalité de Popovic, la façon dont ça a été... dont ils ont dû évoluer ensemble, ou s'accepter, c'était incroyable. Moi, c'est Ginobili, clairement, le joueur que j'ai préféré à San Antonio, au milieu d'autres que j'ai bien aimé voir. Hein, mais clairement Ginobili. Ouais, moi je dirais Manu aussi. Il y a un papier qui est vraiment fantastique, je le dis en toute honnêteté, de Xavier D'Almeida, qui est dans ce MOOC. Pour moi, c'est le plus beau portrait que j'ai pu lire de Manu Ginobili. Moi, j'ai adoré aussi, malgré tout, il faut reconnaître. C'est vrai qu'en France, en fait, on est tellement habitué à avoir du Tony Parker tous les jours qu'on en parle rarement. Moi, je me rappelle quand même de la sensation de sa première saison, ses premières performances incroyables en play-off où il faisait danser Gary Payton. On se disait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas possible. Et puis, voilà, le niveau de maturité avant l'heure de Tony Parker, cette espèce de côté un petit peu prodige à la française. Dans ce numéro, il y a aussi un papier, moi, que je me suis régalé à lire. C'est ton portrait de Becky Hammon, Shai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément de premier abord, pourquoi on parle de Becky Hammon dans ce MOOC, ou même qui ne savent même pas forcément qui est Becky Hammon? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, alors forcément, vous savez, quand il y a des papiers sur des filles dans les MOOC en général, c'est pour moi parce que c'est une de mes passions, le basket féminin. Becky Hammon, alors les gens la connaissent peut-être un peu mieux ces dernières années parce qu'elle a été longtemps dans les rumeurs, peut-être pour succéder à Greg Popovich. Sauf que c'est pas qu'une coach très très intéressante qui est depuis partie à Las Vegas pour rouler sur la WNBA, qui a gagné 2 titres en 2 ans. Donc ça devait être un peu l'élu, ça devait être la première femme à coacher en NBA. C'était un peu celle qui était choisie par Pop. Enfin, il y avait plein de choses qui devaient aller dans ce sens, mais c'est pas qu'une coach, c'est aussi une femme avec une belle histoire, un caractère et une personnalité assez incroyable. Et c'était une très 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 grande joueuse de basket aussi. Les gens le savent pas forcément parce que la WNBA était encore moins médiatisée à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc elle a commencé sa carrière et évolué pendant plusieurs saisons à San Antonio. Et donc elle a à la fois été une grande joueuse pour San Antonio, une grande assistante coach
Et voilà, il y a plein de choses à raconter sur elle dans cet article, notamment un pan intéressant de son histoire, c'est son espèce de fronde contre la sélection américaine, où elle était vexée de ne pas avoir été sélectionnée pour une compétition, et elle s'est retrouvée à jouer pour la Russie, le pays avec lequel les relations diplomatiques étaient extrêmement tendues, et voilà, il y a toute une histoire autour de ça et de la perception que ça a eu, parce que je ne sais pas quel équivalent on pourrait donner, mais un des meilleurs meneurs NBA aujourd'hui, par exemple, je sais pas, j'allais dire Ja Morant, mais est-ce que un jeune meneur de l'époque qui n'aurait pas été appelé et qui irait jouer pour une nation concurrente, c'est ce genre d'histoire-là. Becky Hammon, personnalité assez fantastique. Je pense que c'est la meilleure joueuse de tous les temps à n'avoir jamais gagné de titre de championne. Voilà. Ouais, le papier est vraiment super. Dedans, donc dans ce MOOC, on vous parle bien entendu du Big Three, chacun individuellement, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. On vous parle de David Robinson. On vous parle tout le temps des Spurs qui sont l'équipe parfaite. On vous parle aussi des moments où ça n'a pas marché. Et il y a un paquet d'anecdotes assez succulentes. Il y a un long papier sur le passage de Dennis Rodman aux Spurs qui vaut son pesant d'or. Il y a aussi le papier dont tu parlais, Shai, sur les origines même de la franchise, les Spurs version ABA. Si vous avez aimé le film semi-pro, imaginez ça en 2 fois plus absurde sur les anecdotes. Il y a vraiment, vous verrez, les anecdotes de draft qui sont à mourir de rire. On parle de Tim Duncan, je l'ai dit, Kawhi Leonard, bien sûr. On a un papier, moi que j'ai adoré, de Benjamin Moubèche sur le Coyote, l'une des mascottes les plus iconiques peut-être de NBA. Voilà, tout un tas de sujets sur George Gervin, bien entendu. Voilà, c'est ce MOOC Spurs, le MOOC numéro 14, 240 pages pour vraiment tout comprendre, tout connaître de cette franchise à part. On revient aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, mais sur le Beautiful Game, le jeu incroyable développé par les Spurs en 2014. C'est un papier signé de Frédéric Young que vous avez déjà croisé dans le podcast, où il est revenu vraiment en détail d'un point de vue stratégique pour décrypter un petit peu quel était ce jeu. On parle aussi de toute l'influence que les Spurs ont eue sur le reste de la ligue, sur le reste du monde, par leur manière de scouter, de recruter, de former, de se servir de leur équipe de G-League, etc. Voilà, c'est disponible exclusivement sur basketsession.com. Il y a tous les liens dans la description de ce podcast. Allez y jeter un coup d'œil. Voilà, on vous garantit, moi je vous garantis, parce que moi aussi, comme tu le disais, chaque fois j'apprends des trucs en lisant les papiers que les uns et les autres ont écrits. Donc moi je suis sûr que vous découvrirez des choses forcément sur San Antonio. Et on parle du Texas, mais l'objet de ce podcast, c'est de parler d'une autre franchise du Texas qui a des objectifs au moins aussi relevés que ceux des Spurs à l'époque. Ce sont les Dallas Mavericks. Alors là, on est le lundi 18 mars. On est un petit peu sous le coup forcément du match assez fantastique qui s'est joué hier soir entre Dallas et Denver. Match arraché au buzzer par un panier complètement fou de Kyrie Irving face aux Denver Nuggets. Mais voilà, comme tu le disais très justement, je trouve, Shai, dans le CQFR de ce matin, tu as souligné l'importance du mot dangereux pour parler de cette équipe de Dallas qui n'est entre guillemets que 7e à l'heure actuelle dans la conférence Ouest, mais qui a priori que personne ne voudra croiser sur sa route durant les playoffs. Shai, je vais commencer par toi, Shai. Tiens, parce que quand on en avait parlé en début de saison, on avait fait nos pronostics. C'est pas pour pointer les pronostics de début de saison, mais c'est vrai que tu étais un petit peu sceptique en début d'année. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi quand tu regardes cette équipe de Dallas maintenant? Qu'est-ce qui te fait dire, comme tu le disais ce matin, que tu la trouves particulièrement dangereuse? Alors, parmi les choses principales qui me faisaient être sceptique, il y avait l'association Kyrie-Luka. Et notamment Kyrie, parce que voilà, c'est assez documenté sur la dernière saison. J'ai été sceptique sur ce joueur que j'ai adoré et que j'adore toujours. Quand je le vois jouer au basket, ça reste un plaisir incroyable, mais j'avais du mal à croire en sa fiabilité, en sa stabilité alors, sportive et sur le plan personnel. Il faut savoir que là, en ce moment, c'est ce qui a changé. Kyrie Irving a joué 18 matchs de suite avec Dallas. C'est la première fois qu'il joue autant de matchs de suite depuis 2018. 2016, attends, 2016. Donc les gens qui nous disaient vous n'êtes pas fair play avec Kyrie, vous n'êtes pas juste, vous vous attachez que à l'extra sportif. Il y avait aussi une question de fiabilité. Quelle que soit la raison pour laquelle il n'était pas sur le terrain, il n'était pas sur le terrain ou trop peu. Donc là, pour moi, la différence principale sur le côté dangerosité, c'est que Kyrie est fiable. Kyrie enchaîne les matchs et est excellent. Et j'ajouterais que la relation avec Luka se passe bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Pas tellement sur l'entente en dehors du terrain. Je trouve que ça à la limite. Mais
techniquement et au niveau de la relation en tant que basketteur, ça se passe, je trouve, très bien. Ils arrivent bien à fonctionner ensemble, offensivement et même défensivement. Je suis assez surpris du niveau d'effort qu'ils arrivent à produire assez fréquemment, finalement, plus que ce à quoi je m'attendais. Il y a aussi eu la trade deadline, les mouvements qui ont un peu remodelé l'effectif. Mon scepticisme de début de saison, c'était aussi un peu sur le recrutement. J'avais dit, c'est pas mal, Grant Williams et compagnie, c'est bien, mais je sais pas si c'est si adapté que ça, si bien que ça. Il s'avère qu'ils en ont tiré les mêmes conclusions. Ils ont fait un petit lifting. Et j'aime bien le lifting parce que Gafford est très très bien, PJ Washington est bien. Et ça donne un visage plus dangereux à cette équipe. Alors, je vais quand même nuancer, je ne suis pas devenu un croyant dans les chances de titre des Mavs du jour au lendemain. Je trouve que c'est une équipe dangereuse pour les autres, mais dangereuse pour elle-même aussi et ses propres ambitions, parce que rien ne me garantit que ça fonctionnera aussi bien en playoff. Voilà. Mais écoute, je vais rebondir sur ce que tu disais, tu as entamé sur Kyrie Irving. Voilà, moi, je partageais totalement tes craintes, notamment au moment du trade même de Kyrie Irving. J'avais pas du tout compris ce move pour les Mavs, surtout vu l'échec retentissant de ce qu'avait été l'expérience Brooklyn Nets pour Kyrie. Par contre, déjà l'an dernier, j'avais trouvé que la complémentarité de Kyrie et de Luka sur le terrain était bonne, et j'avais le sentiment que finalement les contre-performances de la fin de saison de Dallas, qui s'était craché à partir du moment du trade, pouvaient pas refléter le niveau réel de cette équipe. En fait, je sais pas vraiment d'où venait le problème, si c'était l'entourage des stars ou quoi, mais je me disais, c'est pas possible qu'avec deux de ces stars-là qui étaient sur le terrain, Kyrie qui a posé aucun problème du tout, qui était ma plus grosse crainte, comme pour toi, Shai, au début, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et cette année, moi, je me régale à avoir joué Kyrie Irving avec Luka. J'ai pas souvent été fan de Kyrie Irving dans le jeu. Je trouve que là, finalement, Jason Kidd ou Luka Doncic, ou les deux, ou le staff, ou l'équipe, a trouvé le moyen, je trouve, de tirer le meilleur de Kyrie. C'est-à-dire qu'il est fort dans ce qu'il fait, sans que ça phagocyte forcément le reste du jeu, même si, voilà, on va y revenir après. C'est vrai qu'il y a surtout 2 joueurs qui jouent et beaucoup de joueurs qui se déplacent pour se mettre dans les espaces où ils pourront espérer recevoir le ballon. Mais ouais, l'entente Kyrie... Luka, je trouve que c'est la meilleure, en tout cas c'est clairement la meilleure depuis le moment où Kyrie a joué avec LeBron. Pas étonnant, hein, vu les comparaisons qu'on a faites souvent entre le style de jeu de Luka Doncic et celui de LeBron James. Par contre, cette équipe, moi j'étais assez enthousiaste dès le début de l'année. Je pensais que Grant Williams et Seth Curry, je me suis complètement planté sur Seth Curry, je pensais que ce serait un élément important de cette équipe, ça l'a jamais été. Je pensais que la greffe prendrait mieux. Et par contre, le trade de la mi-saison là est vraiment... efficace pour cette équipe de Dallas. Je pense de toute façon, et ça on l'avait déjà souligné à plusieurs reprises, que cette équipe elle est dangereuse dans le sens où quand tu as Luka en play-off, peu importe l'équipe que tu croises, tu peux, à part si tu joues Denver, tu peux te dire que tu as le meilleur joueur de la ligue dans ton effectif. Là maintenant, vraiment je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de Dallas. Je peux pas les mettre parmi les favoris pour le titre. Par contre, voilà, je reste totalement d'accord avec ce que tu disais ce matin, Shai, sur le niveau de dangerosité de cette équipe, surtout si elle est capable de répliquer, enfin répéter plutôt le type d'effort défensif et au rebond dont cette équipe a fait preuve hier contre Denver. Au rebond, ils étaient incroyables. Dallas sont allés chercher rebond offensif après rebond offensif. C'est vraiment, voilà, je pense qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de cliquer, de se mettre en place, et qu'il y a une dynamique vraiment positive qui sera dure à enrayer pour leurs adversaires. Il y a un truc qui a changé par rapport notamment à l'an dernier ou même au début de saison, c'est que c'est une équipe beaucoup plus rapide que toutes les années précédentes. J'ai pas la stat exacte, je suis désolé, mais je sais qu'en termes de pace, le rythme est beaucoup plus élevé. Il y avait même, c'est Derek Lively qui disait ok, Luka il est lent, mais nous autres on est tous rapides en fait. Donc lui il joue lentement, mais autour ça cavale. Et les moves de Gafford et Washington, je suis pas sûr qu'ils puissent changer la donne pour Dallas sur la durée. Par contre, sur cette année-là et sur peut-être les suivantes, ça donne un potentiel athlétique beaucoup plus élevé. On voit à quel point c'est intéressant, c'est important. C'est une ligue très athlétique. De toute façon, les qualités athlétiques ont toujours été importantes, ont toujours été primordiales, et même en play-off, notamment quand il s'agit de défendre, de courir, d'aller au rebond, comme tu le disais. Et leur rotation au poste 5, je pense, c'est l'aspect le plus sous-estimé de cette équipe des Mavericks. Sous-estimé dans le sens où on n'en parle pas. C'est pas que les gens se disent « Ah, ils ont un mauvais poste 5 », c'est juste que c'est moins mis en avant parce qu'on pense d'abord à Luka, on pense d'abord à Kyrie. Il y a un match contre Chicago où Gafford et Lively mettent 22 points, 20 et 22 points, je crois. Il n'y a que Lively qui rate un tir. C'est ça, ils sont à 40 points tous les deux. J'allais en parler. Ils sont à 40 points tous les deux, ils shootent à 21 sur 22.
Ouais, 21 sur 22 à eux deux. Et eux, en fait, ils ont chacun leur. En fait, c'est-à-dire que là, les Mavs peuvent toujours associer le big man parfait, entre guillemets, aux côtés de Doncic. C'est-à-dire un mec qui va être très content de ne pas avoir beaucoup le ballon. Tout ce qui compte pour lui, c'est de courir comme un malade, de sauter partout, d'aller au rebond. Et Gafford a beaucoup touché aussi au passage. Et d'essayer de défendre. Ils se plaisent dans leur rôle, Gafford comme Lively. C'est des super joueurs de pick and roll, des super rollers. C'est des mecs dangereux au rebond offensif. C'est des mecs que tu peux mettre dans la dunk. Comment on appelait ça, ce truc sur le côté, la Short dunk box? corner. Dunking spot. Oui, bah ouais, le dunking spot, ouais. Voilà, Dunker spot, pardon. Dunker spot. Dunker spot. Tu vois, juste il déboule au moment où il y a un drive de Luka, tu vas l'oublier ce mec, baseline, tu vois, tu l'oublies ligne de fond et puis tu t'es concentré sur Luka, il y a 3 mecs sur lui, il va réussir à faire la passe, puis le gars il a juste à sauter, à dunker. Washington met pas ses tirs, PJ Washington, mais il apporte en défense, il apporte, comme je le disais encore une fois, des qualités athlétiques. Dante Exum fait un très bon retour, je trouve, en NBA, discrètement, mais très intéressant. Et lui aussi, c'est un joueur athlétique qui peut très bien défendre. Donc lui, il ne sera pas intéressant sur chaque série ou sur chaque match, mais tu vois, à un moment, tu auras besoin de minutes défensives. Lui, ça sera que son rôle. Il n'aura pas, de toute façon, tu vois, il n'aura pas d'autres aspirations en attaque que de faire des cuts ou des fois prendre des tirs ouverts. Il va y aller défendre comme un chien sur 10-15 minutes, tu vois. Et voilà, tout cet ensemble-là, moi, c'est ça qui fait que j'aime beaucoup cette équipe au-delà de Kyrie et Luka. Enfin, que j'aime beaucoup. C'est exagéré. Je dirais pas que j'aime beaucoup cette équipe, mais je la trouve, pareil, très dangereuse. Ouais, en fait, ce que tu dis sur Dante Exum, j'allais y venir. Je trouve que finalement, les trades qu'ont fait les Mavs, ça a vraiment ouvert... Ça a ouvert la boîte à outils de Jason Kidd. En fait, je trouve qu'il a beaucoup plus d'options maintenant que par le passé. Et Dante Exum, c'est un bon exemple parce que effectivement, son rôle, ça sera ça, mais c'est aussi un très bon playmaker. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux sortir et ça peut être ton playmaker principal pendant que Kyrie ou Luka sont sur le banc, sachant que voilà, Jason Kidd essaie de s'arranger pour qu'il y ait très rarement des moments où ils sont tous les deux sur le banc. Mais là, ce qui était intéressant, par exemple, la fin de match hier, c'est que finalement, Jason Kidd a fini le match avec Kyrie, Luka, et derrière, il avait PJ Washington, Maxi Kleber et Daniel Gafford sur le terrain, donc avec un 5 vraiment de grande taille. Et moi, si je devais retenir, tu sais, un enseignement des playoffs l'an dernier, c'est vraiment alors ça semble stupide à dire pour un sport comme le basket, mais l'impact de la taille, et notamment dans le succès des Nuggets, on a vu des séries complètes, et on a vu à quel point leur taille pure poser des problèmes aux adversaires. Et je trouve qu'avec ces trades, finalement, Dallas a la capacité de jouer bien plus grand que ce n'était le cas avant la trade deadline. Et j'ai une petite stat pour vous. J'en parlais avant qu'Antoine, avant qu'on lance l'enregistrement du podcast. On avait regardé les stats un petit peu avancées juste après le trade. Alors, c'était un tout petit échantillon. Et ce qui sautait aux yeux, c'était le defensive rating de Dallas qui avait vraiment fait un bond en avant après l'arrivée de PJ Washington et de Daniel Gafford. Ça s'est stabilisé. En gros, la défense de Dallas est revenue quasiment la même que ce qu'elle était. Par contre, l'offensive rating depuis le trade, donc avant le trade, Dallas avait la 12e meilleure attaque, si on prend cette mesure comme baromètre, avait la 12e meilleure attaque de la ligue. Depuis la trade deadline, ils ont la 3e meilleure attaque de la ligue. Et comme tu le soulignais ce matin, Shai, ils ont aussi la meilleure, c'est l'équipe la plus clutch de la ligue, tout simplement dans les dernières minutes. Et rien d'étonnant avec un mec comme Kyrie Irving et Luka Doncic. Donc voilà, plein d'éléments qui font que je pense effectivement Dallas peut vraiment être dangereux. Ouais, tout va rester quand même conditionné, je pense, par ce qu'ils vont réussir à faire en défense, parce que l'attaque, qui peut défendre décemment contre Kyrie Irving et Luka Doncic, je veux dire, ils peuvent se relayer. Si autour en plus ils arrivent à libérer des shooters, offensivement, j'ai jamais eu de crainte pour cette équipe-là. En défense, il faut se rendre compte que là, ça fait 6 ans qu'ils sont pas dans le top 15, enfin qu'ils ont été qu'une seule fois dans le top 15 sur le plan défensif. C'est la saison où ils sont allés en finale de conférence. Donc ça va dépendre de ça. Il y a comme je disais ce matin, du niveau d'effort de Kyrie et Luka. Luka, c'est pas un défenseur aussi catastrophique que parfois on a pu le lire ou l'entendre, ne serait-ce que par sa taille. Tu parlais de la taille, Théo, sa taille lui permet de pas être si ciblé que ça. Et en plus, je trouve qu'il a progressé sur ce plan de l'intensité et de l'effort, justement. Et bon, Kyrie reste un défenseur en dessous de la moyenne, je pense, mais pareil, tu peux compenser avec le niveau d'effort. Et c'est là que je me demande quel Mavs on va voir. Est-ce que Jason Kidd va retrouver cette recette qui avait très bien fonctionné la saison où ils sont allés en finale de conférence, avec une défense impliquée, plutôt efficace. Honnêtement, j'y crois. C'est pour ça que je dis que je les trouve dangereux, parce que je
Je trouve que Lively, c'est un rookie incroyablement mature, notamment en défense. Pour moi, c'est voilà, sur la saison, c'est la révélation parce que il était intéressant à la fac, il avait du potentiel, on le voyait, mais tu te dis, le mec, il arrive, il est tout de suite excellent, productif, adapté au franchise player. Il n'y a rien qui ne va pas dans son profil. Plus Gafford, qui est effectivement très bon, qui rate jamais un panier, qui est dans la simplicité, mais qui rate jamais un panier. Tout va quand même dépendre de la défense pour moi, et c'est là que je les attends, en fait. Je me demande si on va voir... s'ils sont juste dans la moyenne, je pense que ça suffira, et que personne ne voudra les affronter dans tous les cas. C'est ce que tu disais Théo aussi. Doncic, à chaque fois sur la série, ça va quasiment être le meilleur joueur, et le mec dont tu sais qu'il peut te foudroyer, quoi. Plus Kyrie, si c'est ce Kyrie-là qui enchaîne les matchs, qui a aucun souci physique ou autre, c'est assez terrifiant. On parle de deux monstres, je sais pas, des monstres, des virtuoses offensifs. Il y a tout qui est englobé dans le profil de ces deux joueurs-là. Donc moi, c'est là où je vais les regarder et où je reste un peu prudent et nuancé, parce que on peut avoir envie de s'enflammer, de les imaginer tout casser à l'ouest, profiter des errements des uns et des autres, des difficultés des uns et des autres. C'est sur cet aspect défensif. Chapeau à Kyrie d'ailleurs de savoir s'adapter aussi facilement. En fait, je pense de toute façon que c'est le rôle qui est taillé pour lui, donc c'est pas juste s'adapter, mais ce rôle de mec qui est là surtout pour scorer, second lame, finisseur, en fait, un parfait finisseur, et quand il n'a pas la gestion du jeu, c'est parfait pour Kyrie Irving. C'est un poste 2 en fait, Kyrie Irving. Ça n'a jamais été vraiment un poste 1, si ce n'est par la taille, et c'est pour ça que ça a toujours bien marché quand il était avec un grand créateur, un LeBron James, un grand créateur par la taille et par le talent, avec un LeBron James qui fait que t'as toujours t'es pas obligé de mettre plusieurs petits ensemble. Kyrie Irving est ton petit, mais c'est pas lui le dépositeur du jeu. Là, c'est pareil avec Luka Doncic. Et voilà, il y a des stars qui auraient voulu plus de ballons. Lui, Kyrie, il y a des moments où, un peu comme les autres, il touche moins la balle, hein. Il y a des séquences où il touche un peu moins la balle. Ça, je sais pas, ça n'a pas l'air de le contrarier plus que ça. Ça l'a contrarié parfois aux Cavaliers, il faut s'en souvenir, mais il était beaucoup plus jeune, hein. Désir d'émancipation de LeBron. Là, maintenant, il a traversé des choses un peu différentes. Ouais. Ouais, il a plus besoin de tout ça, et je pense qu'il comprend que c'est son rôle. Je pense qu'il l'avait déjà compris au Nets, moi je trouve. Je trouve qu'avec Kevin Durant, il y a quand même des moments où ça marchait très bien avec Kyrie qui était purement créateur. Et là, aux Mavs, ouais, écoute, c'est parfait, t'as un danger absolu. Ça ne m'étonne pas que ce soit l'équipe qui est la meilleure dans le clutch time, quoi. Tu sais quels sont les deux joueurs qui auront la balle dans le clutch time, mais par contre, ouais, bon courage pour les arrêter, comme vous avez dit. Et pour savoir ce qu'ils vont faire en plus. Parce que c'est impossible, ils sont impossibles à prévoir. Mais c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que tu sens vraiment qu'entre eux deux, entre Luka et Kyrie, il y a une vraie entente sur qui prend le dernier tir. Et tu vois, je vais reprendre l'exemple du match d'hier contre Denver. Donc il reste, c'est Jamal Murray qui égalise. Il reste 3 secondes à jouer, je crois. Donc il y a temps mort. Dernière possession, 3 secondes. Effectivement, moi je me dis, ils vont jouer pour Kyrie en fait. Parce que pour moi, en 3 secondes, il a plus les capacités pour aller créer une faute, se faufiler dans la raquette il manquait que 2 points là. Ils étaient à ça, ils sont à égalité, pardon. Égalité. Il suffit qu'ils marquent. Donc tu as juste besoin d'un panier, tu n'as pas besoin d'un tir à 3 points. Et en fait, tu vois l'action. Donc, il y a Luka qui sert plus ou moins de l'heure. Et après, Kyrie qui met un tir incroyable. Honnêtement, tu peux pas demander à Denver de mieux défendre, je pense, la possession que ce qu'ils ont fait. C'est un panier juste hallucinant. Tu repars. Je pense pas que le coaching staff ait eu envie de se pendre dans le vestiaire. C'est juste... tu dis, c'est trop fort. Mais tu voyais, tu sais, j'ai regardé la réaction de Luka et en fait, c'est assez chouette et ça m'a fait penser. Alors, je vais pas comparer leur entente à celle de Steph Curry et Klay Thompson, mais c'est quand il y avait les rumeurs de trade pour Klay Thompson, à l'époque où il était question que Klay Thompson soit échangé pour Kevin Love, avant le grand succès des Warriors, je me disais, mais tu peux pas séparer ces mecs-là, en fait, ils sont trop bons ensemble et tu voyais déjà les encouragements de l'un pour l'autre quand ils étaient sur le banc. Ça, c'est pas un truc fin, en fait. C'est pas quelque chose qui est fin dans le sens... c'est des choses, c'est des vraies choses en fait. C'est vraiment des vraies choses qui sont importantes et je pense qu'ils ont un effet un petit peu domino au sein d'un vestiaire où les gens peuvent être contents du succès des uns pour les autres. Et voilà, ça c'est hier, tu vois, j'ai trouvé que c'était symptomatique, même si le panier, encore une fois, aussi talentueux, il soit exceptionnel dans le sens où je m'attends pas à ce que Kyrie remette le move 50 fois par saison, mais ça, pour moi, c'était une donnée quand même qui est vraiment positive et intéressante pour les Mavs. Mais Luka, on sent que Luka, il admire Kyrie. Il est impressionné par ce qu'est capable de faire Kyrie. Et là, sur l'action que tu décris, il est totalement incrédule. Après, alors ils sont tous en train de sauter sur lui et Luka, il est resté de l'autre côté.
avec une tête, genre qu'est-ce qu'il vient de faire le mec, je reviens pas. Et il l'a redit en conf de presse après, il a dit je sais pas si vous vous rendez compte, si les gens se rendent bien compte de la difficulté du tir qu'il a pris. Et j'avoue, je l'ai re-regardé encore il y a pas longtemps, ça, là, il y a quelques minutes, c'est totalement fou ce qu'il a fait. Et ce côté, cette entente et ce respect mutuel et cette admiration mutuelle qu'ils ont, parce qu'on les entend parler l'un de l'autre, tu as raison, il y a un côté qui n'est pas fin et qui n'est pas que de la communication pour dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je dis pas que c'est forcément ce qui s'est passé à Brooklyn, hein, entre les différentes parties ou dans d'autres équipes. Là, il y a quelque chose qui, voilà, entre virtuoses, genre on se comprend, tu vois. Parce que là, on parle de Kyrie, c'est un des meilleurs techniciens de l'histoire de la NBA, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Luka est en train déjà de faire des choses qu'on n'a quasiment jamais vues. Donc c'est important cette admiration et cette envie de travailler, d'être ensemble sans qu'il y ait de concurrence ou de remise en question au niveau des statuts, de l'ego. Pour l'instant, là-dessus, c'est un gros succès et je ne m'y attendais pas forcément à son arrivée à Kyrie. Même pas qu'à son arrivée, mais quand ça a commencé un peu quand les Mavs ont commencé à chuter justement l'an dernier, moi aussi, il y a eu un moment où je me suis dit, tu vois, on était un peu il y avait du respect, tu vois, mais je pense pas que, enfin, Luka et Kyrie seront jamais amis, tu vois, mais je dis pas ça, c'est pas négatif, hein, je pense qu'ils sont pas amis. Je pense que on est d'accord là-dessus. Après, c'est pas des mecs qui vont forcément traîner ensemble, tu vois. Mais l'an dernier, j'ai eu un peu peur, ouais, que les défaites les divisent un peu. Et mine de rien, au final, ouais, comme vous le dites, ils ont réussi à trouver l'entente parfaite sur le terrain. J'ai l'impression que chacun. Doncic, il ne se sent pas menacé en fait par Kyrie, je pense, d'une certaine manière. Tu vois, il sait qu'il va pouvoir quand même. Enfin, non pas qu'il se sentirait forcément menacé par une star. Il y en a avec qui je pense qu'il serait tout à fait prêt à partager la balle. D'autres avec qui il se dirait je le respecte mais je veux quand même jouer mon jeu. Je pense que Kyrie ça fait partie de ces stars avec qui il se dit je le respecte mais c'est quand même moi qui ai la balle, tu vois, genre c'est quand même moi qui fais mes trucs. Et Kyrie ça lui va aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a, voilà, ça, tout le monde est dans son meilleur rôle, quoi. Ils ont un espace chacun pour s'exprimer, c'est ça aussi. Luka ne pourrait pas jouer avec James Harden. Je pense qu'il respecterait James Harden en tant que star, mais même le James Harden, je ne parle même pas du James Harden actuel, même le James Harden de 2 ans en arrière, si vous voulez, ou 3 ans en arrière, un James Harden plus fort. J'extrapole, hein, c'est purement de l'hypothétique. Mais je pense, de ce que je comprends de Luka et de ce que je comprends de James Harden, qui se dirait ok, je le respecte ce mec-là, mais quand même, c'est moi qui vais avoir la balle parce que je suis plus fort. Et je pense que James Harden, il pourrait pas accepter ça, tu vois. Bon, on l'a vu parce que c'est ce qui s'est passé même après la belle saison aux Rockets avec Chris Paul. Avec Chris Paul. Alors que ça marchait, hein. C'est quand même l'équipe qui est passée le plus près de sortir les Warriors de la grande époque. Et derrière, c'est quand même James Harden qui a dit ouais non, je veux plus jouer avec ce gars-là, quoi. Faites-moi venir Russell Westbrook. Non mais je partage. Avec qui il n'a pas réussi à jouer non plus. Exactement. Et après il a dit allez laissez-moi me barrer à Brooklyn maintenant. Mais non mais je partage parce qu'en fait il y a aussi ce côté de Luka peut pas faire ce que Kyrie fait et Kyrie peut pas faire ce que Luka fait en fait. Finalement, t'en parlais ce matin sur le nombre de dribbles posés par les autres joueurs de cette équipe, hormis Luka et Kyrie. Et en fait, pour moi, je pense que Kyrie est quand même a plus un côté soliste dans le sens où son succès, c'est surtout qu'il est intenable en attaque. Il va te débloquer des situations complètement verrouillées, mais c'est pas le créateur de jeu, c'est pas la machine à disséquer la défense qui est Luka, dans le sens où pour moi son talent hors norme, au-delà du fait de bien sûr le talent technique, c'est le fait de voir le moment où c'est lui qui a l'avantage pour aller au bout, ou le moment où il va attirer un deuxième défenseur ou même en fixer un troisième et trouver le mec tout seul. Voilà, c'est ça qui fait. De toute façon, le gros de l'attaque de Dallas, c'est ça. Hein, c'est Luka Doncic. C'est pas un système, c'est pas motion, flex ou le système que vous faire jouer votre coach le week-end. C'est le système, c'est Luka Doncic. Pour le coup, ce que James Harden revendiquait en arrivant aux Clippers, c'est vraiment l'état de fait de Dallas. Et simplement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le rythme. C'est vraiment notable. Parce qu'en fait, cette équipe, elle est pleine d'athlètes. Tu as Josh Green, tu as, comme on en parlait tout à l'heure, Derrick Jones Jr., tu as vraiment des joueurs, tu as PJ Washington, même Daniel Gafford qui cavale, Derrick Lively qui a des mains en or, tout simplement, qui est incroyable. Et en fait, je sais que une des questions, même à l'intérieur du staff de Dallas, ils se demandaient si Luka serait prêt à hausser le rythme, entre guillemets. Et en fait, moi, une des qualités, je trouve, qu'a Luka, c'est le fait
c'est un joueur qui est capable de vite lâcher la balle en fait. Il n'est pas obligé de marcher jusqu'au milieu de terrain pour mettre en place. Il a la capacité, si ça a couru devant, à vite lâcher la balle, la première passe. Et effectivement, je pense que le succès de Dallas, il passe par là. Et par ce que tu disais tout à l'heure, Shai, la défense. Et c'est la grande question parce que finalement, hier, on a vu cette équipe de Dallas concernée a été monstrueuse au rebond, s'est donné en défense. Même sur la fin du match, on a vu Doncic et Kyrie élever leur niveau. Et en fait, Dallas n'a pas besoin que ce soit des stoppers en fait. Mais il suffit que si eux deux arrivent à élever leur niveau, vu que le reste de l'effectif est quand même composé avant tout de bons défenseurs, ça peut faire monter le niveau global de l'équipe assez rapidement. Et c'était intéressant de voir que c'était contre une équipe comme Denver que ça s'est produit hier. C'était pas contre Charlotte ou contre Détroit ou une équipe comme ça, contre Denver. Donc on sent que cette équipe a là les ressources déterminées pour hausser son niveau. La question maintenant en playoff sera de ça. Est-ce que tu peux faire ça match après match après match, série après série après série. Et effectivement, je pense que le niveau de dangerosité de Dallas dans ces playoffs, il repose là-dessus, sur cette question-là. Mais justement, moi, je me demande si c'est pas un hasard justement que ce soit arrivé contre Denver. Je suis pas sûr que Luka et Kyrie, ils vont se motiver de la même manière à défendre contre d'autres équipes, tu vois. Alors que là, du coup, dans le contexte j'ai l'impression que cette équipe, en fait, elle est mieux faite pour jouer les playoffs qu'autre chose. C'est un peu ce qu'on se disait justement pour le coup avec Théo aussi en off. On faisait une espèce de petite comparaison avec Miami, dans le sens où c'est une équipe qui, sur toute la durée d'une saison, peut se perdre par moment. De toute façon, ils n'ont pas l'effectif pour faire ce que font les Celtics. Ils n'ont peut-être pas la motivation de certaines équipes comme Minnesota ou OKC pour vraiment réussir une belle saison régulière. Le jour où ça arrivera, c'est le jour où Luka il aura vraiment envie de mettre la main sur le MVP et il se dira non mais en fait faut que je gagne quoi 55-68 pour que j'ai le MVP. Ok, allez, je m'y colle. Mais par contre, dans un contexte de playoff où d'un coup les compteurs sont remis à zéro, tu vois, tu oublies ton bilan, il n'y a plus ton bilan même au moment où tu te déplaces, tu vois, genre je me déplace, on est 7e, il faut absolument qu'on soit 6e. Non, tu arrives chaque soir. Ok, ça c'est notre adversaire. Pendant minimum 4 matchs, on joue contre ces mecs-là. Qu'est-ce qui se passe contre ces mecs-là pendant minimum 4 matchs? Et j'ai l'impression que dans cette configuration, Dallas va jouer autrement, en fait. Enfin, va jouer autrement. Va pratiquer le même basket, mais on va avoir plus d'efforts. Je ne vois pas Luka et Kyrie. Alors, bien sûr, ils seront limités défensivement par moment. Ça, c'est autre chose. Mais je ne les vois pas dormir sur le terrain, tu vois. En tout cas, Luka, je ne le vois pas. Bien sûr qu'il y a quelques possessions. Il va se dire, allez, il en joue tellement en même temps de l'autre côté. Donc, forcément, il n'aura jamais la passion de la défense. C'est pour ça, ça va jamais l'intéresser autant que l'attaque. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, tu vois. De la même façon que Kyrie Irving, il sera jamais aussi passionné par la défense que par l'attaque, mais je pense qu'en playoff, il peut y avoir une espèce de prise de conscience de bon, faut qu'on joue quand même un peu plus dur, faut qu'on y aille là. Maintenant, les choses sérieuses ont commencé, quoi. C'est le taf, c'est aussi le taf de Jason Kidd. Je veux dire, ses compétences ont été un peu remises en question l'année dernière, cette année un peu aussi au début. C'est aussi à lui de trouver à la fois les mots, la manière de communiquer avec ces gars-là, parce que moi, je reste sur le bon souvenir de la saison où ils vont en finale de conférence, et Kidd, il était plutôt encensé de part et d'autre, justement parce qu'il avait réussi à concerner défensivement, à trouver quelque chose qui fonctionnait bien sur le plan défensif. Là, c'est aussi à lui de montrer qu'il peut être ce gars-là dans le management des hommes, dans la stratégie, toutes ces choses-là, qui font qu'il est encore à la limite entre... il est souvent critiqué quand même, Jason Kidd, et en même temps, tout le monde lui reconnaît... De grosses qualités sur la connaissance du jeu. On parle d'un mec qui est membre du Hall of Fame quand même, qui était un cerveau incroyable sur le terrain. Et pour lui aussi, je pense que là, ces playoffs, cette fin de saison et ces playoffs, ça va être un enjeu important pour sa crédibilité de coach de très haut niveau, je pense aussi. Moi, ça m'intéresse parce que c'était un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré. Donc, je suis curieux d'entendre à la fois des joueurs comme Giannis et d'autres dire c'était incroyable, j'ai adoré travailler avec lui, et d'autres... alors plutôt de manière anonyme, dire non, c'est pas possible, il sait pas parler aux gens, il a aucune diplomatie, il a des exigences qui sont pas possibles à soutenir. Et même nous, l'année dernière, si vous vous souvenez, on discutait de la manière dont il communiquait dans les médias, c'était invraisemblable. Je pensais même pas qu'il aurait l'occasion de repartir cette année, tellement il nous disait, il y a les formules qui sont restées célèbres, ah non, mais moi je suis qu'un spectateur comme les autres, j'ai juste une meilleure place que vous, et il le disait de façon très très sérieuse, c'est ça le pire. Des choses où il avait l'air désengagé un peu, et tu te dis non, mais ça va pas être possible. Donc pour moi, je trouve on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que Jason Kidd va être un acteur clé aussi de la fin de saison, au-delà de Luka, Kyrie et tout ça, parce que c'est le coach reste quand même très important. Je sais que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais le coach est là pour aussi inspirer, donner la dynamique, lancer la dynamique. Ça va être important, je pense.
Ouais, et d'autant que je vais pas rester que sur ce match-là, mais le match d'hier, il est quand même intéressant parce qu'en fait, on voit que ce match, Dallas a vraiment été le chercher en défense, Shai, par rapport à ce que tu disais et sur le message de Jason Kidd. Ils ont été catastrophiques à 3 points. Il y a que, comme tu le soulignais ce matin, Antoine, il y a que Kyrie Irving, Kyrie et Luka, ouais. magnifique, Kyrie Irving et Luka Doncic qui ont marqué à 3 points. Ils ont pris 35 tirs à 3 points, quand même plus que Denver. Et malgré ça, ils sont allés chercher ce match dans la raquette, dans la peinture, avec Derek Lively incroyable avec ses 14 points à 7 sur 8 au tir. Donc il y a cette capacité quand même à pouvoir s'adapter. Et ça, c'est fort. Ce que tu dis, finalement, ce match, il a été gagné 107-105 face à deux équipes. En 2024, c'est un petit score en fait pour deux aussi fortes attaques que ces deux équipes-là, quoi. Et donc tu te dis, si ils sont capables de répliquer encore une fois, l'effort défensif d'hier sur toute une série, sachant qu'ils vont pas shooter à 25% de réussite à 3 points sur les playoffs, c'est pas ça, c'est pas comme ça que leur attaque a été construite. C'est pas du tout, voilà, on sait que c'est pas, on sait que c'est là, voilà, ils ont déchiré complètement à 3 points, mais on se doute qu'il y a un moment où ça va tomber dedans. C'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer du côté de Dallas. Je me demande simplement si ça coince en fait. Qui sera, notamment en attaque, au-delà de Derek Lively qui a besoin du rayonnement de Luka pour mettre ses points, est-ce qu'il y a un autre joueur quand même capable de s'illustrer? Et j'ai l'impression que là, c'est assez fluctuant en fait. On sait que Tim Hardaway Jr., c'est vraiment... c'est des hauts très hauts, des bas très bas. Il y a des moments où il est fantomatique. Des fois, sur son adresse à 3 points, il y a des matchs, il va rien rater. Donc c'est dur de savoir. Il y a Josh Green, j'arrive toujours pas à savoir en fait quel est le potentiel vraiment de ce joueur-là. Est-ce que c'est vraiment un potentiel two-way player qui peut être finir des matchs de très haut niveau dans une équipe qui va loin, ou est-ce qu'il est vraiment en dessous? Il y a Dante Exum, comme tu l'as dit Antoine, il fait vraiment honnêtement, ça fait plaisir de le voir rejouer à ce niveau-là. Ça faisait déjà plaisir de le voir cartonner en Euroleague après tous les pépins de santé qu'il a connus notamment dans sa jeune carrière. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là, mais maintenant on l'a jamais vu dans ce contexte-là. Après, c'est un joueur extrêmement expérimenté. Il a joué avec l'Australie, il a joué des matchs de play-off en Euroleague. Je dis pas du tout il va rien découvrir, mais il reste qu'on l'a jamais vu en fait dans ce contexte-là. Et tu as des joueurs comme Gafford ou PJ Washington qui n'ont jamais rien gagné de leur carrière pro, qui ont été dans des franchises catastrophiques, qui sont pas du tout habitués au fait de gagner et au fait de devoir jouer des matchs importants qui se jouent sur des tout petits détails, etc. Donc il y a quand même, malgré toute la confiance que j'ai dans le potentiel de cette équipe en play-off pour aller loin, j'en ferai pas des favoris pour être contender au titre ou même à la finale, mais par contre, je pense qu'il y a vraiment un chemin qui peut les mener jusqu'en finale de conférence. C'est quelque chose qui n'est pas en dehors de leur portée, je pense. Il y a quand même beaucoup de questions qui restent ouvertes autour de cette équipe malgré tout. Ils ont le profil de l'équipe qui peut battre n'importe laquelle, qui peut faire l'upset parfait, et après qui est un peu juste pour tenir sur la distance. Moi, je les vois comme ça parce que on ne sait pas à l'heure actuelle, je ne sais même pas qui jouerait au cas où ils sortiraient du play-in. Là, la course pour le play-in est intéressante avec eux et ils peuvent encore se qualifier directement, ce qui peut changer aussi beaucoup de choses. Mais je les crois. Là, on les voit capables de battre Denver. C'est un match de saison régulière, mais c'est une des équipes qui me semble capable de battre Denver si toutefois une équipe peut le faire. Je maintiens ma confiance dans les Nuggets, mais si une équipe doit les battre, je vois bien Dallas. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai toujours ces réticences pour les voir aller totalement jusqu'au bout, mais est-ce que c'était vraiment l'objectif dès le départ? Enfin oui, quand ils ont fait venir Kyrie, quand ils font le gros move, oui, ils se disent on essaie de gagner un titre avec Luka, mais décemment, il manque quand même des pièces pour que tu arrives dès le début de la saison et que tu te dises ouais, franchement, c'est la deuxième meilleure équipe de l'Ouest. Il y a plein de choses là, on reste quand même sur du talent brut exceptionnel et il reste beaucoup de questions. En fait, même s'ils avaient la meilleure défense de la ligue, ça ferait sans doute une équipe beaucoup plus fiable et mieux classée, mais j'ai l'impression que leur équipe est quand même très centrée autour d'un homme. On peut dire deux jusqu'avec Kyrie. En tout cas, l'attaque est très centrée autour d'un homme. Je trouve qu'il n'y a pas de joker extérieur offensif. Ça rejoint ce que tu disais, Théo. Ouais. Tim Hardaway Jr., il le sera peut-être sur un match ou deux, s'ils sont chanceux sur toute une série, mais je ne suis pas sûr qu'il le soit sur toute une campagne de playoff. Et aussi fou, c'est en fait, moi, leur système actuel, donc qui est le système Luka, pour reprendre pareil ce que tu disais, Théo, je pense pas que juste le système Luka, ça peut faire gagner les Mavs jusqu'au bout, jusqu'au titre, tu vois. Un peu comme le système LeBron aux Cavaliers jusqu'en 2010.
bah, ça a donné des campagnes de playoffs exceptionnelles, mais ils n'ont pas pu gagner un titre. Tu vois, il y avait toujours quelqu'un de plus fort à un moment quelque part. Ou le J'ai système l'impression que, Harden, le système Harden dont tu parlais tout à l'heure aussi. j'ai l'impression que Luka est encore un peu au-dessus. J'ai l'impression que le système Harden, c'est pas pour bon, il y a quand même eu des belles choses avec les Rockets, mais j'ai l'impression que Luka, c'est quand même vraiment encore un cran au-dessus quand même. Je pense qu'il y a plus de diversité malgré tout. Même si on a l'impression de voir la même action encore et encore et encore, il y a quand même plus de diversité, je trouve, dans la lecture, dans le sens où James Harden, le gros de sa création, elle était quand même dans le jeu de pick and roll avec Clint Capella dans l'axe. Il n'y avait pas le... Je voyais moins de renversements comme ceux que peut faire Luka Doncic pour trouver le shooter à l'opposé. J'ai l'impression que le danger est quand même plus complet quand c'est Luka qui a la malle que Harden. Par contre, là où le parallèle est intéressant, c'est effectivement, est-ce qu'avec un système qui repose sur un homme, est-ce que c'est suffisant pour aller au bout? Parce que c'est une question, c'est une vraie question. Je sais pas. C'est vrai que après, tu peux te dire, bah, finalement, à chaque série, on aura besoin que quelqu'un se montre, et puis un coup, ça sera Tim Hardaway, un coup, ça sera Maxime Kleber, qui l'a déjà fait par le passé, un coup, ça sera Dante Exum. C'est pas impossible, effectivement, mais... Enfin, force est de reconnaître que c'est quand même assez rare que ça se passe comme ça, quoi. Que à chaque fois, t'es un mec différent qui sorte de son, pas de son trou, mais qui sorte pour se mettre en lumière en tout cas et qui soit performant au moment où les autres sont coincés. Par contre, la vraie question finalement, quand même, c'est que quant à Luka et Kyrie, je vois peu de scénarios, je vois malgré tout peu de défenses qui peuvent être capables de stopper ces deux joueurs-là s'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Et dans le fait de stopper Luka, je parle pas uniquement de l'empêcher de marquer, mais d'atténuer son rayonnement en fait. C'est pour ça que Kyrie, je trouve, c'est le parfait complément de Luka. C'est-à-dire que si tu dépenses toute ton énergie à restreindre le rayonnement de Luka, tu laisses le jeu ouvert pour l'un des meilleurs créateurs balle en main qu'on ait vu en fait. Là, pour le coup, je pense que le superlatif est pas exagéré. Bah, si Kyrie a des espaces, généralement, c'est banco, quoi. C'est un vrai truc. Les Timberwolves ont des atouts défensifs avec McDaniels, Edward, Gobert derrière en tour de contrôle. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui seront capables de ralentir les deux, ça c'est sûr. Faudra peut-être les battre autrement. Ça va donner des séries de playoffs très intéressantes en tout cas. Mais c'est là où on peut se dire que les Mavs, tu disais Théo, peuvent aller jusqu'en finale de conférence. Il y a aussi le paysage est un peu particulier à l'Ouest. Il y a beaucoup d'équipes qui savent toujours pas. Enfin, on parlait de Phoenix un peu ce matin. Phoenix sur la qualité de l'effectif, en tout cas du Big Three, devrait être plus haut. Il y a des équipes, les Clippers sont un peu dans le dur. On ne sait pas si OKC et Minnesota vont pas payer un déficit d'expérience au très haut niveau. Dallas, ils ont un joueur qui a déjà emmené une équipe en finale de conférence, donc Luka. Ils ont Kyrie qui a déjà gagné un titre et été décisif dans une campagne pour gagner le titre. Moi, je comprends l'optimisme. Je comprends que les gens se disent, bah ouais, même s'ils finissent 6e ou 7e, il y a un chemin qui les mène jusqu'en finale NBA. Et puis bah, après, tu sais pas ce qui peut se passer. Je serais quand même étonné, mais je serais agréablement surpris. Ça me ferait plaisir de les voir fonctionner très bien parce que pour revenir sur Kyrie brièvement, cette piqûre de rappel fait du bien parce que il m'a tellement frustré. Il m'a tellement frustré pendant des mois, des années, alors que je l'ai adoré. Je rappelle que j'ai acheté son maillot. Après, il n'avait pas joué le moindre match au NBA. J'avais acheté son maillot à Cleveland tellement j'aimais son jeu sur le peu que j'avais vu de lui. Et même après, avec LeBron, j'ai adoré le joueur qu'il était. Mais c'était tellement frustrant de le voir pas enchaîner les matchs. Je vais même pas rentrer dans l'extra sportif où il m'a frustré aussi, évidemment. Mais que là, cette piqûre de rappel, quel joueur magnifique, qu'est-ce que c'est beau à voir jouer techniquement, c'est d'une fluidité, que ce soit son shoot, ses moves, tout est... Là, il y a différents angles de caméra sur le panier d'hier. Il y en a qui sont exceptionnels. C'est clair. De la slow motion, le petit regard il a jamais le regard du cercle. Voilà, le petit regard vers le chrono, hop, il redescend sur le cercle. C'est du cinéma, Kyrie, mais dans le bon sens du terme. Quand il joue au basket, et quel plaisir de le revoir, vraiment qu'on puisse parler de lui comme ça, pour le magnifique joueur de basket que c'est. Et c'est tout bonus pour Dallas. Et c'est ce qui fait qu'ils peuvent espérer peut-être créer la surprise. Même si en début de saison, ça n'aurait pas été une si grosse surprise que ça. Je n'ai pas les cotes en tête pour les favoris qu'il y avait, mais ils étaient quand même parmi les favoris. Mais quel plaisir de revoir Kyrie comme ça.
Ouais, c'est clair, parce que là, je reprends le classement de la conférence Ouest. Honnêtement, en prenant en compte le fait qu'on ne sait pas si Karl Anthony Towns pourra revenir du côté des Timberwolves, ni à quel moment, ni dans quel état de forme, quand je regarde un petit peu les équipes qui sont devant Dallas, donc la première aujourd'hui, OKC, deuxième Denver, troisième Minnesota, quatrième Clippers, cinquième Pelicans, sixième Kings, septième Mavericks. Mis à part le Thunder et les Nuggets, il n'y a pas une équipe derrière que dans celles qui ont été listées, que au jour d'aujourd'hui, je prendrais, je pense, devant Dallas. La vraie question, c'est les Clippers. Pour moi, c'est la vraie question, c'est effectivement les Clippers. Quel visage des Clippers on verra au moment des playoffs? Dans quel état de santé ils seront? Quel type de jeu ils seront proposés Antoine, tu parlais de ce matin, de poser la question de savoir si les Clippers n'avaient pas connu leur pic de performance trop tôt dans la saison. C'est une vraie question qui méritera d'être suivie, sachant que moi, j'adorerais qu'il y ait une série Dallas Clippers pour l'historique qu'il y a déjà entre ces deux clubs qui est chargé. J'adorerais une série comme ça. Mais derrière, honnêtement, tu vois, les Pelicans, je pense que c'est quand même moins fort. Moins fort. Attention, c'est l'autre grosse équipe qui est en train de cartonner ces derniers temps. New Orleans, effectivement, dangereuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins, finalement, je sais moins quel visage les Pelicans peuvent montrer en playoff, tout simplement parce que Zion ne les a jamais disputés que les Mavericks. Les Kings, je pense quand même que c'est moins fort, honnêtement, même si l'effectif est peut-être plus long. Au bout du compte, je pense que notamment, le jeu qui est un peu bête de dire qui a les meilleurs stars, je pense que Dallas a les deux meilleurs. Si tu prends star pour star, je pense que Dallas a les deux meilleurs par rapport aux joueurs A, joueurs B de Sacramento. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment l'une des équipes potentiellement qui peut aller très loin, quoi. Restera l'énigme. Les cas Warriors et Lakers. En termes de duo, ça reste, ou même d'individualité, ça peut paraître supérieur, mais ils sont dans une discussion différente, ils ont d'autres problématiques qui font qu'on on les envisage pas forcément là comme des contenders, mais je vais dans ton sens, hein, Dallas. Alors pour OKC, pourtant je suis un fervent défenseur d'OKC et j'ai envie de croire en eux quasiment jusqu'au bout. Ils ont ce déficit d'expérience au très haut niveau qui fait que je pourrais très bien envisager une victoire de Dallas sur une série. Pour moi, il n'y a que Denver qui me semble vraiment au-dessus. Tous les autres, si j'étais un fan des Mavs, ne m'effraierait pas plus que ça, en fait. Mais en fait, ça, on pourrait le dire presque pour chaque affrontement à l'Ouest. À part Denver, n'importe quelle équipe peut se dire qu'elle peut casser n'importe qui. Mais je te rejoins, moi aussi, hein, pour Dallas, parce qu'en fait, c'est le seul duel où, évidemment, ça ne se résume pas à du 1 contre 1, mais on connaît cet adage qui, moi, m'est cher et qui se vérifie très souvent. L'équipe qui a le meilleur joueur gagne la série, le meilleur joueur de la série. Alors, des fois, le meilleur joueur de la série, ce n'est pas forcément celui qu'on considère comme le meilleur à la base. Il y a l'instant T, il y a l'instant d'une série, etc. Et j'ai l'impression qu'à part contre Denver, Dallas serait toujours le meilleur joueur de la série, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça serait fascinant de voir une finale. Je me projette de voir une série Thunder contre Mavs, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que pour le coup, le meilleur joueur de chaque équipe, c'est pas juste c'est le rayonnement que Doncic et Jokic ont sur l'ensemble de leur équipe, en fait, qui est passionnant. T'as l'impression d'assister à une espèce de partie d'échecs avec des mecs athlétiques. Ouais. En fait, c'est assez ouf. C'est ça qui était cool d'ailleurs dans le match d'hier. Et tu vois, j'y reviens, on en parlait là aussi avant de prendre l'antenne entre guillemets. Là, Denver a été derrière tout du long. Au bout du compte, ils sont tout près de le prendre, ce match. Et tu vois, il panique à aucun moment. Les tirs que met Jamal Murray à la fin, c'est des tirs de très très haut niveau, sous pression et tout. Et ça se joue vraiment sur des tout petits détails. Et c'est intéressant que tu aies parlé aussi des Warriors et des Lakers. Je pense qu'ils partent de trop loin, en fait. Je pense qu'ils partent de trop loin, je pense, pour pouvoir espérer. Prendre une série, c'est possible. 2, je pense que c'est déjà un petit peu au-dessus de leur capacité. Et le problème des Suns, que j'ai regardé hier, c'est que les Suns, au bout du compte, t'as l'impression de voir des mecs qui se découvrent le jour du match, en fait. T'as l'impression que c'est un match amical avec, où t'as mélangé équipe 1, équipe 2, équipe 3, les mecs se serrent la main, il y a du niveau, mais en fait, il n'y a aucune continuité dans le jeu offensif. C'est assez flippant, en fait. C'est vraiment pour le coup, du à toi, à moi, à toi, à moi. J'en parlais avec Antoine, il y a un moment, il y a une action où il y a Kevin Durant qui joue son 1 contre 1. Bradley Beal, s'il y avait eu des poches dans son short, il aurait eu les mains dans les poches, quoi. Il était à l'opposé, il était impliqué dans rien du tout, quoi. Tu sentais qu'il avait donné la balle. Moi j'ai fait mon job, hein. J'ai donné la balle au grand 7 qui est là-bas. Maintenant, je vais attendre de voir ce que ça donne. Mais donc, ouais. Effectivement, au bout du compte, ce qui est fou, c'est que tu dis, Dallas a peut-être une des équipes qui a le plus de
Alors, ils n'ont pas forcément le vécu en commun, en fait, mais Luka a un vécu riche, Kyrie a un vécu riche, et au bout du compte, cette équipe, je pense qu'on a parlé de l'aspect défensif, mais sur le reste, elle sait qui elle est, cette équipe. Elle sait qui elle sait comment elle doit fonctionner pour avancer, pour gagner. Et finalement, effectivement, quand on regarde à l'Ouest, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont autant de... Alors, certitude, le mot est trop fort, mais de sens, je pense, de savoir comment ils doivent jouer ensemble pour aller au bout. Enfin, aller loin. Au bout, c'est autre chose, mais pour aller loin. Ouais, l'Ouest est à la fois très, très dense en talent et à la fois très, très incertaine. Mais bon, c'est un peu le cas aussi de l'Est cette année, je pense. Il y a beaucoup d'équipes au-delà de Boston, mais pour d'autres raisons. J'ai l'impression qu'effectivement, là, dans toutes les équipes qu'on a citées, toutes ont des très gros points forts et toutes en même temps ont, comme tu dis, une espèce d'incertitude autour de comment ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer. C'est ce qui va rendre les playoffs aussi très intéressants de toute façon. Ouais, non, mais au-delà de Dallas. Mais c'est vrai qu'à l'Est, en fait, Boston est tellement au-dessus du reste de la compétition à l'Est, en tout cas. T'as l'impression qu'eux, ils peuvent simplement être en mode non, débrouillez-vous entre vous. Nous, ça nous concerne pas, de toute façon. C'est un peu ça, ouais. C'est pas nos affaires, ça c'est votre délire à vous. Nous, on sait où on va. Battez-vous tous entre vous et on prend le vainqueur, quoi. Vas-y, ouais, débrouillez-vous et après vous nous dites qui a gagné et là on joue contre lui, quoi. C'est ça. Et on prend le mec avec un genou défoncé, un œil, un cocard comme ça parce qu'il a dû passer 3 séries en 7 manches qui est rincé de ouf. Et puis nous on prendra lui au bout, quoi. Bref, en tout cas, voilà ce qu'on avait à dire, je pense, sur Dallas. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Chat et Antoine, à ce sujet. Non, c'est bon. Ouais, pas particulièrement. Ouais. Voilà, dites-nous, du coup, vous, ce que vous en pensez des chances de Dallas. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on verra Kyrie et Luka se changer en stopper défensif dans une série acharnée pour aller gagner une nouvelle bague? Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Pour le reste des rendez-vous, vous les connaissez par cœur. Je ne vais pas vous faire un schéma. Par contre, voilà, je rappelle, le MOOC Rivers, disponible sur basketsession.com. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Allez voir aussi les retours que vous nous avez fait. Hein. Vraiment, on vous remercie encore, tous ceux qui ont reçu le MOOC, qui nous envoient les photos, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, avec un petit message. On repartage ça avec grand plaisir. Ça nous touche. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut nous toucher d'avoir vos retours en direct. Et nous, on vous donne rendez-vous tout au long de la semaine sur l'ensemble des plateformes Basket Session, Rivers, le MOOC, le site, YouTube, en podcast audio, Twitch mardi. Bref, on vous lâche plus et on vous dit à très vite. Ciao. 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 The game is out there, and it's either play or get played.